Le décor bascula à nouveau vers l'extérieur du quartier général de la Guilde des Marchands. Dans l'air flottait une tension palpable, presque étouffante, rythmée par le fracas incessant des lames. Les forces du culte démoniaque tenaient toujours leur position, impitoyables. Pourtant, Navant et Evelyne restaient debout, dos à dos, leur souffle court, leur corps marqué par les blessures et la fatigue. Ils avaient déjà terrassé un nombre incalculable d'adeptes ennemis, mais la bataille n'était pas terminée. Profitant d'un bref instant de répit, Evelyne rompit le silence d'une voix rauque, mais pénétrante. Elle déclara se souvenir de Navant battu. Autour d'eux, les membres du culte, loin d'être découragés, continuaient d'avancer. Leurs yeux flamboyaient d'une soif de sang, leurs gestes précis, déterminés à ne laisser aucun répit à leurs adversaires. En abattant un ennemi d'un coup net de sa lame, Evelyne ajouta avec sérieux qu'il y a 7 ans, il avait terminé second lors de la cérémonie d'éveil avant de disparaître. Navant, haletant, bondit à nouveau dans la mêlée. Sa lame trancha l'air et les chairs avec une efficacité redoutable. Un sourire discret se dessina au coin de ses lèvres. Il répliqua que, pour un homme comme lui, c'était un honneur d'être encore dans les mémoires. Puis, enchaînant ses attaques, il élimina 2 autres ennemis d'un seul mouvement fluide. Sa voix, plus déterminée que jamais, résonna alors qu'il lançait un nouvel assaut. Ce n'était pas le moment de penser au passé. Il fendit un nouvel adversaire d'un coup parfait, son épée vibrant d'une maîtrise impeccable. En serrant les dents, il déclara qu'à ce rythme, il deviendrait la première lame de Théo. Mais il n'eut pas le temps d'achever ses mots. Une déferlante d'énergie verte surgit soudainement, explosant autour d'eux. Pris de court, Navant ouvrit de grands yeux. L'énergie tourbillonnait en un cyclone dévastateur, au cœur même du champ de bataille. Le vent, chargé d'éclairs, balaya les rangs ennemis dans une tempête furieuse, désintégrant tout sur son passage. Lorsque le calme revint et que l'énergie se dissipa, Navant resta un instant immobile, hébété. Il croisa le regard d'Evelyne, dont les yeux brillaient d'une lumière émeraude. Elle déclara d'un ton égal, mais ferme, que désormais, ils étaient à égalité. Toujours haletant, Navant hocha la tête avec respect. Son regard, chargé d'admiration, accompagna un simple « Oui, je suis d'accord ». Mais à peine eut-il baissé sa garde qu'un nouveau danger surgit. Un colosse, celui qui était arrivé avec l'évêque, fonça sur eux à une vitesse terrifiante. Son énorme silhouette s'élança, les 2 mains serrées sur un glaive massif. Les yeux de Navant s'écarquillèrent. L'aura de l'homme, écrasante, semblait capable d'engloutir le champ de bataille. Au dernier moment, Navant parvint à esquiver, bondissant de côté tandis que la lame de l'assaillant fracassait le sol. Le choc fit voler la terre en éclats, creusant des fissures tout autour d'eux. Le géant se releva lentement. Ses yeux rouges brillaient d'une rage contenue. Sa voix, sourde et pleine de menaces, résonna comme un avertissement. Ne célébrez pas votre victoire trop tôt. Sa prise se raffermit sur la hache gigantesque qu'il maniait comme une plume. Il poursuivit, d'un ton empli de dédain. Vous croyez vraiment que des gamins comme vous peuvent contrarier les plans du grand Dieu? Navant plissa les yeux. Un sourire s'étira sur son visage tandis qu'il se tournait vers l'ennemi. Alors finissons avec lui, lança-t-il, son regard brûlant d'une excitation calme. Evelyne, l'étincelle guerrière dans le regard, ajouta à son tour, on pense la même chose. C'est avec cet homme que nous déciderons qui l'emporte. Sans échanger un mot de plus, Evelyne et Navant s'élancèrent à l'unisson vers le géant. Evelyne, enveloppée d'une énergie verte tourbillonnante, laissait briller dans son regard une détermination inflexible. Navant, quant à lui, était baigné d'une lumière bleutée éclatante. Son esprit plus affûté que jamais, sa résolution inébranlable. Le colosse campait sur ses appuis, le visage durci. Il leva sa hache, prêt à contre-attaquer. Mais au moment même où son bras amorçait le mouvement, un membre de la cavalerie du Dragon Blanc fit irruption, monté sur son wyvern. L'imposante créature descendit dans un fracas, ses serres acérées se refermant brusquement sur le géant, interrompant net la charge d'Evelyne et Navant. Les griffes du wyvern s'enfoncèrent profondément dans la chair du géant. Evelyne et Navant durent s'arrêter net, leurs regards se braquant aussitôt sur cette intervention inattendue. La poussière soulevée par l'impact obscurcit brièvement la scène, tourbillonnant dans l'air. Puis, alors qu'elle retombait lentement, la silhouette du géant apparut, écrasée sous le poids écrasant du monstre ailé. Le cavalier, un homme aux cheveux blonds, arborant l'uniforme de la cavalerie, avait un large sourire satisfait accroché au visage. Son regard se posa avec fierté sur Evelyne, et c'est d'un ton joyeux qui lui lança qu'il semblait être arrivé au bon moment. Mais au lieu de la gratitude, ce furent 2 cris furieux qui lui répondirent. Evelyne et Navant, d'une seule voix murmurèrent amèrement. Pourquoi? Leurs visages s'étaient transformés, ravagés par la colère. Leurs yeux lançaient des éclairs, et la rage émanait d'eux avec une intensité presque palpable.
Pourquoi as-tu touché à lui? Hurlèrent-ils ensemble. Le cavalier, pris de court, pâlit aussitôt, déstabilisé par cette réaction qu'il n'avait pas anticipée. Il balbutia, tentant de se justifier maladroitement, affirmant qu'il croyait bien faire. Mais déjà, l'horizon s'obscurcissait à nouveau. D'innombrables wyvernes surgirent dans le ciel, fondant en formation serrée sur le champ de bataille. L'armée entière de la cavalerie du Dragon Blanc descendait des cieux. Les bêtes se posèrent brutalement sur les toits avoisinants et plongèrent directement dans la mêlée. Leurs atterrissages furent si violents que plusieurs membres du culte démoniaque furent écrasés sur le coup. À l'avant de la cavalerie, une femme portant des lunettes, visiblement une autre commandante, se dressa fièrement. Son expression était résolue. Elle se tourna vers ses troupes et d'une voix claire et autoritaire, donna ses ordres. Tous les membres de la 5e escouade du Dragon Blanc, éliminez les survivants de la guilde des marchands de Cérès et du culte démoniaque. À ces mots, les soldats se mirent en mouvement. Le flot de la cavalerie s'abattit sur les derniers ennemis, avec une férocité implacable. Certains wyvernes crachèrent des gerbes de feu, réduisant en cendres ceux qui se dressaient encore. D'autres relâchèrent des nuages toxiques qui étouffèrent les membres du culte dans une brume mortelle. Le champ de bataille, jadis noyé dans le chaos, basculait désormais sous la domination écrasante de la cavalerie du Dragon Blanc. Les derniers wyvernes fondirent sur les cultistes, leurs griffes lacérant les corps comme s'ils n'étaient que du papier. Le chaos régnait sans partage. Le champ de bataille était désormais un mélange infernal de flammes, de poisons et des hurlements des vaincus. Pendant ce temps, à l'intérieur du siège de la guilde marchande, l'ambiance se faisait bien plus feutrée, presque irréelle en comparaison. La silhouette du prélat, affaissé au sol, était criblée de lames profondément enfoncées dans sa chair. Malgré ses blessures sanglantes, il esquissa un sourire sinistre. Sa voix, grave et chargée de satisfaction morbide, résonna faiblement dans l'espace silencieux. Il déclara alors, dans un souffle presque sacré, qu'il espérait sincèrement voir un nouveau soleil se lever dans un ciel écarlate, que la fin approche, et que ceux qui résistent à la tentation finissent par accueillir leur foi avec révérence. Il pria pour que le sang de Dieu serve de repère et que les autres puissent enfin trouver la paix. Face à lui, Clive, assise en tailleur, semblait exténuée par la bataille, mais son expression était étonnamment détachée. Elle leva les yeux au ciel, poussa un profond soupir et répondit d'un ton sarcastique qu'elle n'avait jamais eu le sens de la mesure, et qu'après tout cela, elle commençait sérieusement à perdre l'appétit. Son regard se porta un instant sur le prélat, encore conscient mais mutilé, ses membres tranchés avec précision. Il n'était plus qu'un pantin brisé. La scène se déplaça ensuite dans les rues de la ville, étrangement silencieuse depuis la fin des combats. La cavalerie du Dragon Blanc avait installé des postes de réclamation improvisés, et des files interminables de citoyens s'y pressaient pour déclarer leur perte. Evelyn, postée au centre de ce tumulte administratif, était rapidement submergée par les demandes incessantes. Un individu s'approcha d'elle à grands pas, tenant un document entre les mains. Il lui demanda d'une voix pressée s'il pouvait partir. Evelyn, exaspérée, répondit sèchement qu'il n'avait qu'à remettre son certificat de la guilde marchande. Le chaos régnait. Les membres de la cavalerie couraient dans tous les sens, hurlant des ordres contradictoires. « Capitaine, on n'a pas besoin des rapports, si ?» lança l'un. « Dépêchez-vous. Apportez-le ici. » cria un autre. Quelqu'un jeta un rapport vers Evelyn. Un feuillet portait une annotation absurde, « Notre Drake a mangé un cheval ». L'incompréhension était totale. Evelyn, au bord de la rupture, roula des yeux. « Qui a écrit ça ?» grogna-t-elle. Un soldat, mi-sérieux, mi-blagueur, s'approcha et demanda. « Capitaine, ce boulot donne droit à une prime, pas vrai ?» Evelyn ferma les yeux un instant, les dents serrées, la colère montant en elle. Les voix autour d'elle ne cessaient de fuser. Les questions, les demandes, les erreurs absurdes, tout se mélangeait. Puis, quelque chose en elle céda. Ses yeux prirent une teinte rougeoyante, deux fentes furieuses prêtes à exploser. Ses veines saillantes sur le front témoignaient de sa rage. Sans prévenir, elle empoigna la table la plus proche et la projeta en l'air de toutes ses forces. Plusieurs soldats furent soufflés, projetés dans un concert de cris surpris. Son attitude changea du tout au tout. Débordante de colère, elle hurla que chacun n'avait qu'à se débrouiller seul. Elle n'était décidément pas faite pour la paperasse. Ses yeux fouillèrent les environs, fous de rage. Un silence pesant s'abattit aussitôt sur les lieux. L'éclat de colère d'Evelyn venait d'éteindre le tumulte, au moins pour un temps. La scène glissa alors vers un endroit bien différent, plus paisible, presque hors du monde. Dans une tente simple, à l'écart de la ville, Théo et Clive s'y trouvaient, plongés dans une discussion sérieuse. Le visage de Théo était fermé, marqué par une détermination nouvelle.
Il examinait les documents posés devant lui. Il déclara alors que ce que le chef de la guilde marchande avait tenté de détruire n'était autre que des preuves, des traces des reliques de Ragnar et des fuites d'informations compromettantes. Même le plan détaillé de trahison y figurait. Cleave, qui se tenait non loin, s'approcha, jeta un coup d'œil aux documents, puis les déposa sur la table. Elle félicita Théo. « Tu as été incroyable. »« Bravo, inspecteur intermédiaire Théo Ragnar. » Les yeux de Théo s'agrandirent sous l'effet de la surprise. Une expression d'incrédulité se dessina sur son visage. Jamais il n'aurait imaginé recevoir des félicitations, surtout de la part de Cleave. Il balbutia alors, visiblement décontenancé, lui demandant si elle avait vraiment appelé ainsi. Cleave, amusé par sa réaction, eut un petit rire avant de reprendre un ton plus sérieux. Elle lui fit remarquer qu'il s'en était bien sorti, surtout pour un agent opérant avec un pilier noir. Puis, d'un air à peine plus engageant, elle lui demanda s'il avait déjà envisagé d'accepter l'offre du dragon noir. Théo grattait l'arrière de sa tête, l'air mal à l'aise, avant de répondre d'un ton hésitant, presque fuyant. Elle soupira alors, son regard pétillant d'ironie, et lui assura qu'il n'avait pas besoin de s'en formaliser, c'était une plaisanterie. Mais le sourire espiègle de Cleave se dissipa peu à peu, remplacé par un sérieux contenu. Elle déclara alors qu'elle avait une autre nouvelle à lui annoncer cette fois, une bonne. L'opération visant à capturer le dragon céleste était en cours. Selon elle, le registre récupéré lors de la dernière mission suffisait amplement à prouver la trahison du dragon céleste. Le filet se refermait enfin. Le visage de Théo s'illumina à ces mots, ses traits marqués par un étrange mélange de soulagement et de résolution. Un sourire se dessina sur ses lèvres, prêt à répondre, mais Cleave le coupa immédiatement, confirmant que l'équipe d'élite des Piliers Noirs avait été dépêchée et devait déjà être en route vers la capitale. À peine eut-il le temps d'intégrer la nouvelle que l'entrée de la tente s'ouvrit brusquement. Un agent des Piliers Noirs surgit, l'air hagard. Sa respiration saccadée trahissait une course effrénée. Sa voix tremblante s'éleva dans l'espace clos, essoufflée, mais alarmante. Il y a un énorme problème. Théo et Cleave se retournèrent d'un même mouvement, leur visage se figeant dans l'inquiétude. L'agent, vacillant, ajouta « Ed Trovian, le dragon céleste, il cachait ses véritables pouvoirs. » Ces mots claquèrent dans l'air, frappant les deux officiers comme une onde de choc. La scène bascula. Le calme fut brutalement balayé par une explosion de violence. Ed Troven, l'expression figée dans une froide détermination, fendait l'air de sa lame avec une rapidité meurtrière. En un seul mouvement, il trancha la tête d'un membre des Piliers Noirs, l'un de ceux envoyés pour le capturer. Le corps s'effondra au sol dans un silence de mort, tandis qu'Ed restait impassible, son regard noir fixé sur l'horizon. Il murmura, d'un ton lugubre, qu'il avait été idiot de montrer toutes ses cartes. Autour de lui, les cadavres des agents d'élite jonchaient le sol, décapités, l'air figé dans une dernière expression d'incrédulité. Un sourire sinistre étira ses lèvres alors qu'il s'éloignait d'un pas tranquille, ses bottes crissant sur la neige ensanglantée. « Félicitations, Théo Ragnar », souffla-t-il avec un sarcasme glacial, son regard brûlant d'une rage froide et méthodique. Il continua à parler, non à quelqu'un, mais à lui-même, comme s'il récitait un plan vieux de plusieurs années. Il évoqua le palais de Chamélia, la série de épées tueuses de dragons, et même action. Tout ce qu'il avait patiemment préparé. Ses mots s'éteignirent dans l'air glacé, porteurs d'un étrange contentement. Une main sur le front, il laissa échapper un rire sinistre, les yeux pleins d'un feu vengeur. « Tu as vraiment tout gâché, Théo Ragnar », murmura-t-il, sa voix se faisant venimeuse. Puis son expression changea, se durcissant en une résolution implacable. Son regard se resserra, et son poing se referma autour de la garde de son épée. Le plan de Trovian n'était pas encore terminé. Il restait une pièce à jouer. Ed fixait son épée d'un air songeur. Il pensa, intérieurement, que même s'ils avaient perdu l'épée tueuse de dragon, ils possédaient désormais cette arme, et cela suffisait. Son regard se fit plus perçant encore. Il chuchota au vent, comme à un esprit invisible. « J'ai tout préparé. C'est presque l'heure. Père. Il est temps d'appeler ça. » La scène nous transporte au palais de Chamélia, qui vibrait d'une agitation peu commune. Le bourdonnement habituel de ces couloirs s'était mué en un tumulte effervescent, alimenté par les préparatifs d'un événement d'envergure. Le domaine fourmillait de monde. Des gens allaient et venaient avec une urgence contenue, portée par une tension électrique qui flottait dans l'air. Dans la grande salle, les nobles circulaient entre les piliers et les tapisseries, plongés dans des conversations animées. Des tailleurs s'affairaient autour d'eux, prenant méticuleusement les mesures nécessaires pour confectionner des robes somptueuses. L'atmosphère oscillait entre excitation et nervosité. Le bal approchait, et chacun souhaitait briller. Tandis que la scène battait son plein,
Une silhouette singulière, immobile au fond du hall, tranchait avec l'effervescence générale. C'était la forgeronne démoniaque. Elle se tenait là, calme, une pipe entre les lèvres, observant les nobles avec un regard mêlé de détachement et d'amusement. Elle vit un homme s'inquiéter, quand les tissus arriveront-ils? Et un autre répondre, ils viennent tout juste d'arriver. Et la quantité est parfaite. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Cela devient de plus en plus chaotique, pensa-t-elle, balayant la scène du regard. À ce moment précis, une voix familière la tira de ses pensées. « Enfin te voilà, mère !» lança joyeusement Cécilia, s'approchant d'elle, le visage éclairé par l'enthousiasme. La forgeronne observa encore un instant le tohu-bohu autour d'elle, puis demanda avec curiosité « Que font tous ces coupeurs de tissus ici ?» L'excitation de Cécilia était palpable. Une nouvelle entreprise va ouvrir. Une marque de luxe, avec des étoffes somptueuses et des pierres précieuses. La forgeronne resta figée, interloquée. Elle fixait sa fille sans comprendre, l'esprit luttant pour assimiler ces informations. « Mais qu'est-ce que tout cela ?» se demanda-t-elle, abasourdie. Après un long silence, Cécilia poursuivit avec encore plus d'entrain, détaillant cette nouvelle aventure commerciale. Peu à peu, un sourire se dessina sur le visage de la forgeronne. Une chaleur sincère remplit son regard alors qu'elle contemplait sa fille. « Je ne sais plus depuis combien de temps je n'ai pas vu ce sourire, » pensa-t-elle, le cœur gonflé de fierté. « Il vaut plus que tous les joyaux, plus que l'or. Il est inestimable. » Soudain, Cécilia lui saisit la main, toujours aussi débordante d'enthousiasme. « Alors ne t'inquiète pas pour les paiements, » dit-elle, presque essoufflée. La forgeronne cligna des yeux, prise de court. Elle n'avait pas saisi tous les détails, son attention dispersée par l'agitation ambiante. « Quoi ?» demanda-t-elle, légèrement perdue. Cécilia, toujours vive, fronça les sourcils d'incompréhension. « Tu n'es pas venue pour ça ?» demanda-t-elle. La forgeronne soupira, claqua la langue et secoua doucement la tête. « Tu comprends toujours trop vite, toi, » dit-elle avec un petit rire amusé. Puis, plus sérieusement, elle ajouta « Non, pas uniquement pour ça. J'ai des nouvelles importantes. Cela concerne le Palais des Roses. » À ces mots, les yeux de Cécilia s'écarquillèrent. Elle blêmit instantanément, la sueur perlant à son front. Elle agrippa instinctivement le bras de sa mère. « Il n'est rien arrivé à mon fils, n'est-ce pas? Émile, cet humain abject a encore fait quelque chose, n'est-ce pas ?» La forgeronne baissa les yeux vers sa fille, son regard se teintant de tendresse et de peine. « Combien de souffrances a-t-elle dû endurer ?» se demanda-t-elle. Elle posa doucement une main sur la tête de Cécilia, sa voix se fit rassurante, paisible, du calme. « Ne t'inquiète pas. En vérité, c'est tout le contraire. » Elle tira longuement sur sa pipe, la fumée dessinant des arabesques dans l'air chargé de tension. « Tout d'abord, ne sois pas choqué. C'est à propos d'Émile, cette femme. » Le visage de Cécilia se figea dans une expression de stupeur pure. Sa bouche s'ouvrit, incapable d'émettre le moindre son. Elle porta ses mains à son visage, bouleversée. Les yeux écarquillés par l'horreur, Cécilia tenta de comprendre ce que sa mère venait de lui dire. Mais les mots ricochaient dans son esprit, sans parvenir à s'y ancrer. Alors que son souffle se faisait court, la scène bascula vers le Palais des Roses, où un spectacle macabre attendait les témoins. Le sang souillait les murs, s'étalait sur le sol, et même l'air semblait imprégné de la lourdeur de la mort. Ceux qui eurent le malheur d'assister à ce carnage demeuraient figés, leur regard rempli d'effroi. À l'entrée, des têtes tranchées avaient été plantées sur des pics, en sinistre avertissement. Chacune portait le sceau infâme de la trahison envers le clan Ragnar. Et, au centre de ce tableau de cauchemar, la tête de la mère d'Action avait été placée bien en vue, une déclaration brutale, sans équivoque. Revenant au palais de Chamilia, Cécilia s'effondra à genoux, incapable de contenir sa douleur. Les paroles de sa mère résonnaient encore en elle, mais ne lui apportaient aucun réconfort. Les larmes aux yeux, elle leva le bras tremblant vers la forgeronne et murmura d'une voix brisée. « Je suis désolée, mère. Je suis juste soulagée que ce soit enfin terminé. » La forgeronne s'agenouilla près de sa fille, le cœur alourdi par la compassion. Elle l'enlaça avec force, lui offrant le soutien dont elle avait tant besoin. Cécilia se blottit contre sa mère, ses sanglots devenant plus intenses, libérant enfin une douleur qu'elle portait depuis bien trop longtemps. Tout en pleurant, elle parvint à articuler, d'une voix entrecoupée. « C'est vrai, n'est-ce pas, mère? C'est fini ?» La forgeronne baissa les yeux vers elle, les siens embués d'émotion. Sa voix, douce mais voilée de tristesse, s'éleva doucement. « As-tu déjà vu un elfe mentir ?» Les pleurs de Cécilia se firent plus discrets, mais ses paroles portaient tout le poids de ses années de souffrance.
Elle murmura, d'une voix brisée. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais rien montré. Mais chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur des lames. J'ai été piégé, blâmé. Il y a même eu des tentatives d'assassinat. Je ne pouvais rien dire. Et j'ai failli mourir. Tant de fois. Sa voix se brisa alors qu'elle criait, ses émotions déferlant, et à chaque fois, je suppliais qu'on épargne mon fils. Puis elle releva la tête. Son visage ruisselait encore de larmes, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Un mélange d'espoir et de délivrance. C'est vraiment fini maintenant, pas vrai, mère? L'elfe, elle aussi au bord des larmes, contempla sa fille avec une fierté mêlée de chagrin. Jamais elle n'avait pleinement compris le poids de ce que Cecilia avait dû porter seule. Doucement, elle posa la main sur la tête de sa fille et répondit, sa voix empreinte de chaleur. Oui, c'est fini, mon enfant. Tu as traversé tant d'épreuves seule. Tu as tant donné. Je suis fier de toi. Le tumulte du palais de Chamélia contrastait vivement avec les horreurs du palais des Roses. Dans ces couloirs animés, Théo et Navan faisaient leur entrée après la bataille. Malgré la gravité de leur mission, l'atmosphère semblait plus légère, comme si un poids invisible s'était dissipé. Navan, fidèle à sa désinvolture coutumière, fut le premier à briser le silence. « Il paraît que tu es devenu une célébrité », lança-t-il avec un sourire taquin. Théo, tout en versant le thé dans 2 tasses, répondit avec un calme joyeux. « Tu es plus en retard que je ne l'imaginais. As-tu réglé l'affaire ?» S'affalant sur le canapé le plus proche, Navan conserva son attitude détendue. Il expliqua que, bien qu'on lui ait demandé de rester discret, Théo semblait déjà tout savoir. Avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche. Un rictus se dessina sur ses lèvres. Il confirma que la famille Bacchus serait éradiquée, à commencer par le chef lui-même. Tous ceux qui avaient signé ce maudit reçu perdraient au minimum leur statut. Les yeux clos, le sourire aux lèvres, il conclut d'un ton presque enjoué. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. La famille Bacchus est finie. Théo, pourtant souriant quelques instants plus tôt, ne partageait pas totalement l'enthousiasme ambiant. Il se pencha légèrement en avant, sa voix se fit grave. Il demanda à Navan si cela suffirait vraiment. Pris de court, ce dernier cligna des yeux, visiblement déconcerté. Que voulait-il dire par là? Théo se tourna vers lui, les traits tendus par une assurance calme. Il déclara d'un ton ferme qu'il souhaitait lui faire une proposition, devenir le chef de la famille Bacchus. Navan resta figé, les yeux agrandis par la surprise. L'idée semblait absurde. Lui, à la tête de cette famille, il ne put s'empêcher de répéter la phrase, comme s'il espérait l'avoir mal entendue. Mais Théo ne recula pas. Il s'appuya fermement sur la table, son regard planté dans celui de son interlocuteur. Son ton ne laissait place à aucun doute. S'ils sont tous déchus sauf toi, alors il n'y a plus que toi pour perpétuer le nom. Puis il ajouta, les yeux plissés, une note plus grave dans la voix. Et surtout, deviens ma force dans la guerre à venir contre les Trovians. Navan plissa les yeux à son tour. Son expression s'assombrit brièvement, mais il retrouva bien vite son masque d'insouciance. Il pensa intérieurement, non sans méfiance, que ce garnement préparait cela depuis le début. Une guerre contre les Trovians. C'était donc inévitable. Théo, calmement, but une gorgée de thé. Un sourire serein aux lèvres, il expliqua que les tensions mentales accumulées avaient désormais explosé en conflit ouvert. Une guerre totale contre les Trovians allait bientôt débuter. D'après leurs investigations, la rébellion du Dragon Céleste était directement liée à la fois aux Trovians et à la secte démoniaque. Il tentait de découvrir ce qui se tramait dans le Nord. Pour lui, cela équivalait à une déclaration de guerre. Navan réfléchit. Depuis que les liens entre les Trovians et le culte démoniaque avaient été mis au jour, il savait qu'il ne resterait pas silencieux. Il s'affala un peu plus dans le canapé, reprenant sa posture décontractée. D'un ton ironique, il déclara que, pour un homme supposé mourant, la guerre n'était franchement pas sa priorité. Il ajouta qu'il faudrait bien plus qu'une demande pour le faire bouger. Théo esquissa alors un sourire, comme s'il avait anticipé cette réaction. Il sortit un objet de sa poche et le posa sur la table devant Navan, d'un geste plein de confiance. Ce dernier, surpris, le regarda avec perplexité. Il demanda ce que c'était. Avec calme, Théo répondit qu'il ne lui avait-il pas dit qu'il pouvait le guérir? Navan resta figé, abasourdi. Il n'y croyait pas. Théo sortit ensuite un parchemin et le lui tendit. Il annonça que c'était la recette pour traiter la fièvre d'éther et que l'objet qu'il venait de poser, une gemme d'éther lumineuse, en était l'ingrédient principal. Le choc s'empara de Navan. Il avait peine à y croire. Il murmura, presque incrédule, que c'était inattendu. Son regard allait de Théo à la pierre brillante, puis au parchemin. Il avoua qu'il s'était attendu à une autre approche,
que Théo le soigne juste assez pour le maintenir en vie, et l'utiliser comme laisse. Théo, pris au dépourvu, cligna des yeux, déstabilisé. Il ne comprenait pas. Mais Navant poursuivit, le ton plus sérieux. Et si je prenais tout ça, et que je m'enfuyais, qu'est-ce que tu ferais? Théo, retrouvant son calme habituel, haussa légèrement les épaules et répondit, presque avec indifférence, alors fais-le. Cela m'est égal. Puis précisa d'une voix plus grave, il y a bien trop de problèmes quand on ne recherche que la puissance. Ragnar agit ainsi, et regarde où cela l'a mené. Ses yeux rougeoyaient légèrement alors qu'il reprenait une gorgée de thé. Sa voix s'adoucit, mais ne perdit rien de sa détermination. Ce que je cherche, ce n'est pas de dominer les autres. Ce que je veux, c'est la confiance. Les yeux de Navant s'écarquillèrent. Il observa Théo longuement, comprenant enfin la portée de ses intentions. Théo, d'un sourire sincère, conclut en disant « Ce que je veux offrir au monde, ce n'est pas la peur, mais un lien fondé sur la confiance, pas sur les menaces. » Navant resta un instant interdit, le poids des paroles de Théo le frappant de plein fouet. L'espace d'un instant, son attitude désinvolte se fissura, laissant apparaître une sincérité rare. Il laissa échapper un rire bref, puis reprit son masque habituel avec un sourire moqueur. Il déclara, mi-amusé, que s'il s'était promis de ne pas sous-estimer Théo sous prétexte qu'il était jeune, il devait reconnaître qu'il restait un grand romantique un peu naïf. Théo, sans se laisser déstabiliser, répondit avec assurance, un sourire en coin. « Alors, tu n'en veux pas ?» Navant ne répondit pas immédiatement. Il fixa longuement son reflet dans le thé encore chaud, l'esprit embrouillé par les implications de ce que Théo venait de lui proposer. Après un long silence, il porta la tasse à ses lèvres, en but une gorgée, puis la reposa avec fermeté. Lentement, il se leva du canapé. Théo l'observa, intrigué par ce changement d'attitude. Ses yeux se plissèrent légèrement, guettant le moindre signe. Sans dire un mot, Navant tira son épée. Il la saisit avec précaution, ses gestes empreints de solennité. Théo, percevant le changement d'atmosphère, ferma les yeux, un sourire calme étirant ses lèvres. Il but tranquillement une nouvelle gorgée de thé. Navant, l'épée dans les mains. Il la tint fermement devant lui, puis, d'une voix grave et résolue, prononça son serment. « Moi, Navant Baku, chef de la famille Baku, fais le serment de devenir l'épée de Théo Ragnar. » Théo plissa les yeux, touché par cette déclaration. Un sourire d'approbation se dessina sur son visage. Mais Navant ne tarda pas à retrouver son air espiègle habituel. Il afficha un large sourire et demanda, moqueur, « Et ça, est-ce que ça te suffit ?» Théo leva son verre dans un geste confiant, et répondit simplement, son regard brillant de satisfaction, « Oui, cela suffit. » Après quelques échanges encore silencieux, Navant quitta la salle, laissant Théo seul dans le vaste hall. Théo se leva alors lentement, son regard se perdant un instant dans le vide, absorbé par ses pensées. Une guerre contre les Trovians. Son esprit remonta le fil du passé. Tout s'enchaînait bien plus rapidement que dans sa vie précédente. Il posa les yeux sur la table, où les reliques qu'il avait récupérées reposaient encore. Un sentiment de confiance l'envahit. Il se rassura intérieurement. Tout se déroulait comme prévu. S'approchant de la table, il posa une main sur l'une des reliques. Un sourire énigmatique étira ses lèvres tandis qu'il murmurait pour lui-même. « Commençons par eux. Ouvrons ce coffre au trésor. Voyons ce qu'il contient. » Son sourire s'élargit. Chaque pièce du puzzle s'assemblait. Le prochain chapitre de sa quête allait débuter. C'est alors qu'une fenêtre du système apparut soudain devant lui. Sous-quête activée, conquérir les 2 reliques récupérées. La scène s'effaça dans un fondu discret, alors que Théo se laissait absorber par ses pensées. Son esprit bouillonnait. Jusqu'à présent, les reliques draconiques qu'il avait assimilées n'étaient autres que celles du Drake inférieur et du Griffon ancestral. Il tenait à présent dans sa main droite une nouvelle relique, acquise au terme d'un échange délicat avec la guilde marchande. Son regard se durcit. Il évaluait son potentiel. Ces 2 précédentes reliques s'étaient révélées cruciales, de véritables atouts. Celle-ci devait l'être tout autant. Sans attendre davantage, il ouvrit le coffret. Un anneau y reposait, gravé de runes anciennes. Théo l'observa, silencieux. L'intuition lui soufflait que cet artefact allait renforcer son arsenal. Il le passa à son doigt. Un sourire se dessina lentement sur son visage, alors qu'il s'imaginait déjà manier les nouveaux pouvoirs qui lui seraient bientôt accordés. Une fenêtre système afficha, relique du dragon ancien, anneau runique de Mima équipé. Mais au moment précis où il s'apprêtait à savourer cette avancée, une autre alerte surgit, point téléportation vers le donjon en cours. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, le sol se mit à trembler. Le monde vacilla. En un éclair, Théo fut arraché à la réalité,
projeté ailleurs. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se tenait au milieu d'un désert. Un océan de sable sec et craquelé s'étendait à perte de vue, ponctué ici et là de squelettes blanchis par le temps. L'horizon n'offrait que poussière, rocailles et chaleur suffocante. Théo demeura immobile, désorienté. Il scruta cet enfer aride. Avait-il été projeté dans l'un de ces déserts qu'il n'avait vus que dans les livres? L'air brûlant l'empêchait de réfléchir. L'esprit embué, il retira sa veste à la hâte, essuya la sueur qui coulait déjà le long de ses tempes et murmura. C'est bien pire que ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? La fenêtre système afficha, domaine du gardien, objectif, survivre 72 heures. Ses yeux s'écarquillèrent. 3 jours? Dans cette fournaise? C'était une condamnation à mort. Mais à peine avait-il pris conscience de la gravité de la situation qu'un nouveau tremblement secoua le sol. Il crut d'abord à un simple séisme, jusqu'à ce qu'une gigantesque explosion éclate devant lui. Une nuée de sable le submergea. Il leva le bras pour se protéger, le cœur battant. Lorsque le nuage se dissipa, son regard fut happé par une vision d'horreur. Une créature gigantesque se tenait là. Un ver des sables titanesques, au corps couvert d'écailles tranchantes comme des rasoirs. Son regard, rouge et perçant, se planta dans celui de Théo. D'une voix grondante, la bête déclara « Intrus. Repéré ». Théo réagit aussitôt. Il pivota sur ses talons et s'élança en courant, sans même réfléchir. Derrière lui, la créature poussa un rugissement si puissant qu'il fit trembler la terre. Puis elle fondit sur lui, aussi rapide qu'un éclair, animée par une rage meurtrière. Tout en courant, Théo ouvrit son inventaire d'un geste sec. Il sortit son épée, fit volte-face et lança d'un cri. Compétence activée, frappe de tonnerre du dragon. Une salve de lance d'éclairs noirs jaillit de sa lame, transperçant les airs en direction de la bête. L'impact fut assourdissant. Des étincelles volèrent dans toutes les directions, le sol trembla. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, la créature était toujours debout. Intacte. Théo grinça des dents. Même ça ne lui fait rien. Son esprit s'emballa. Comment pouvait-il vaincre un adversaire aussi résistant? Et soudain, un flash. Un éclair, mais pas lancé par lui. Non, un éclat d'énergie, issu du corps même de la créature. Il comprit avec horreur. Le ver des sables était lui aussi enveloppé d'électricité. Son corps pulsait d'une aura de tonnerre. Un éclair s'échappa, droit vers Théo. Le cœur battant, il accéléra sa course, évitant l'attaque de justesse. La créature rugit de nouveau. Son corps entier vibrait, chargé d'énergie. Il maîtrise aussi la foudre. Il a les mêmes attributs que moi. Un nouveau déluge électrique s'abattit, visant Théo avec une précision meurtrière. Tu dois mourir, intrus. La voix de la bête résonna comme un tremblement de terre. Théo esquiva, bondissant sur le côté. Mais il haletait déjà, à bout de souffle. Juste devant lui, un éclair frappa une colline rocheuse, la pulvérisant. Les débris roulèrent vers lui. Bordel! Souffla-t-il, coincé. Il n'eut pas le temps de récupérer. Le monstre chargea, gueule grande ouverte, prêt à l'engloutir. Le sol se fissura sous son poids. Théo parvint à éviter l'impact, mais fut projeté par la déflagration. Il s'écrasa plus loin, dans le sable. Il se releva aussitôt, l'œil vif, sachant que la créature pouvait frapper de n'importe où. Il jeta un œil à son interface. Temps écoulé, 5 minutes. 5 minutes. Je vais jamais tenir. Le sol se mit à trembler encore. Des éclairs jaillissaient sous terre. La bête préparait une nouvelle attaque. Théo jura intérieurement. Il bouge sous terre. C'est déjà difficile de le suivre, alors avec ce corps électrifié. D'un coup, le ver jaillit du sol, tel un cataclysme. Théo recula, se mettant en garde. Même mes attaques foudroyantes ne servent à rien ici. Il résiste à la foudre. Et le terrain le favorise. Mais soudain, une idée s'imposa à lui. Son regard s'illumina. Un sourire perça. Attends. Le terrain. Une lueur de résolution s'alluma dans ses yeux. Peut-être. Oui, peut-être que cela pouvait fonctionner. Il ouvrit son inventaire à toute vitesse. Ses doigts saisirent un objet familier. Une relique en forme de flocon de neige, la deuxième relique récupérée lors de sa mission antérieure à la guilde marchande. Le ver, lui, ne lui laissait aucun répit. Il continuait d'assaillir Théo avec fureur, lançant éclair sur éclair, réduisant la distance entre eux seconde après seconde. Mais Théo, cette fois, avait un plan. Et il allait faire du désert son propre terrain de jeu. Théo esquiva. Il se faufila entre les attaques,
son souffle court, les assauts frôlant sa peau à chaque instant. Trop proche. Bien trop proche. Devrais-je utiliser cette relique maintenant? Pensa-t-il, le cœur battant, la décision pesant lourd sur ses épaules. Mais l'urgence ne lui laissa guère le temps d'hésiter. La situation empirait d'instant en instant. Je n'ai pas le choix, murmura-t-il avec gravité. D'un geste rapide, il équipa la relique en forme de flocon, la fixant à son oreille. Dès que le métal effleura sa peau, une onde d'énergie le traversa. Ses muscles se tendirent. Il se prépara à l'inconnu. Un pari risqué, songea-t-il, les traits fermés. Mais un pari qui mérite d'être tenté. À peine la relique activée, une fenêtre système apparut. Relique du dragon ancien, papillon de givre équipé. Mais avant même qu'il ne puisse en saisir les implications, un symbole d'erreur clignota. Erreur. Vous êtes déjà en mission de donjon. Impossible d'en initier une autre. Son visage se figea. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Comme prévu, pensa-t-il, la déception lui nouant la gorge. Rien ne se déroulait comme il l'avait imaginé. Mais soudain, un bruit sinistre fendit l'air. Le sol se craquela juste devant lui. Une faille immense s'ouvrit dans le sable. Les bords, déchirés et luminescents, pulsaient d'une étrange lumière bleutée. Théo écarquilla les yeux. Ce n'était pas une fissure ordinaire. Non, c'était une déchirure entre deux dimensions. Au-delà de cette brèche, un blizzard hurlait. Un vent glacial s'échappa de l'ouverture, se déversant dans le désert comme une coulée de froid pur. La température chuta brutalement. Le sable se figea, gela, se fissura. Théo et le ver des sables cessèrent tout mouvement. Tous deux fixaient ce phénomène irréel, comme suspendu dans le temps. Même la créature, si déchaînée jusque-là, tourna la tête vers cette ouverture sur un autre monde. Le vent mordant leur cingla le visage. Le sable tourbillonna. Gela. Une fenêtre système surgit. Tentative d'invasion entre deux donjons détectés. Puis une seconde, le boss du donjon du papillon de givre est apparu. Les pupilles de Théo se dilatèrent. Il tourna lentement la tête vers la faille. Une lueur surnaturelle s'en échappa. Et soudain, un œil immense, brillant, se dévoila. Une créature commença à émerger. Un mélange improbable entre un dragon de glace et un papillon colossal. La faille s'élargit. La bête passa la frontière entre les mondes sans la moindre difficulté. Le ver et le papillon draconique se firent face. Deux gardiens, deux entités d'univers opposés, réunis en un lieu qui n'appartenait plus à aucun d'eux. Alors, une voix s'éleva. Claire. Autoritaire. Il y a bien longtemps, j'ai été désigné comme sélecteur. Le ton, grave, vibrait d'une puissance mystique. Ce que tu viens de faire était pure folie. Le cœur de Théo s'accéléra. Il leva les yeux vers la créature. C'était un dragon fée. Ses ailes immenses scintillaient dans la lumière de la faille. Derrière elle, l'air se cristallisait. Des flocons apparurent. Puis le froid. Un froid absolu. La température plongea. Le vent hurla. Et les flocons de neige se transformèrent en centaines de lances de glace, suspendues, menaçantes. Le dragon fée fixa Théo d'un regard impérieux. Paie le prix de ton arrogance. Sans lui laisser le moindre instant, toutes les lances se tournèrent vers lui. Théo n'eut même pas le temps de formuler une pensée. Un battement d'ailes. Et les projectiles fondirent sur lui à une vitesse terrifiante. Par pur instinct, il dégaina son épée. La leva juste à temps pour dévier les premières pointes de glace. Le choc l'ébranla. Chaque impact résonna dans ses os. Il tint bon. Putain, jamais je n'aurais cru en arriver là. Il serra les dents, accablé par le poids de la situation. D'un côté, le ver géant et ses attaques foudroyantes. De l'autre, un dragon féerique capable de déchaîner l'hiver. Et au centre, lui. Sans échappatoire. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Pensa-t-il, une panique glacée remontant le long de son échine. Mais soudain, une étincelle brilla dans ses yeux. Une rage. Une volonté. Non, je n'abandonnerai pas. Il raffermit sa prise sur sa lame. Il se redressa. Si c'est comme ça, alors je dois essayer maintenant. Il attendit. S'attendait à une nouvelle salve. Mais rien ne vint. Ses yeux balayèrent l'horizon. Quelque chose clochait. L'air vibrait, chargé d'énergie bleue et jaune, mais elle ne convergeait pas vers lui. Il cligna des yeux. Incrédule. Le ver des sables attaquait le dragon fée. Une décharge de foudre s'abattit sur le bouclier du dragon. Explosion. Détonation. Le dragon fée resta immobile.
Il avait absorbé l'attaque. Quand la poussière retomba, sa voix s'éleva, impérieuse. « Que signifie cela, gardien ?» Le ver répondit par un grondement profond, comme un séisme. « Les intrus doivent périr. » Le dragon fée haussa un sourcil, puis hocha lentement la tête. « Je vois. Et j'approuve. » Théo, figé, observa la scène sans y croire. Les deux gardiens se détournaient de lui pour s'affronter entre eux. Le dragon de glace et le ver du désert se livraient bataille. Le sable se soulevait. Le ciel rugissait. Le dragon fée invoqua de nouvelles lances de glace. Il les projeta avec une violence glaciale. « Il ne peut y avoir deux gardiens en un même lieu », hurla-t-il, sa voix mêlée de colère et de majesté. « Meurs, ver du désert !» En réponse, le corps du ver s'enveloppa d'éclairs. Il contre-attaqua, rugissant. « Intrus doit mourir !» Une dernière fenêtre système s'afficha devant Théo. Les deux reliques du dragon ancien se battent pour la priorité. Le ver des sables, immense, poussa un rugissement sourd en se jetant de toutes ses forces sur le dragon fée. Le sol trembla sous l'impact de leur affrontement titanesque. Dans un éclair, la bête des dunes bondit, gueule grande ouverte, visant le dragon. Mais ce dernier, protégé par une barrière miroitante, résista à l'assaut furieux. En retrait, Théo assistait, abasourdi, à ce déchaînement d'éléments. L'air était saturé d'électricité. Le sol, secoué de convulsions. Le tonnerre se mêlait au hurlement du vent. Il murmura, plus pour lui-même que pour quiconque, rien que l'idée d'être là-dedans, c'est terrifiant. Son regard se posa sur sa lame. Une étrange énergie sombre s'en échappa, ondulant comme une fumée vivante. Peu à peu, cette énergie prit forme. Une silhouette, un griffon. Son aura vibrait de soif de combat. Théo esquissa un sourire. « Tu sembles impatient, toi aussi, l'âme de la lune blanche, » souffla-t-il, sûr de lui. Autour de lui, le champ de bataille sombra dans le chaos. Des tornades de sable se formaient, les cieux déchirés par des éclairs et des pics de glace. Le ver et le dragon s'affrontaient sans relâche, chacun frappant avec une violence surnaturelle. Théo resta droit, imperturbable. « Tenez encore un peu. Cela ne durera plus longtemps, » murmura-t-il, le regard fixé sur l'affrontement. Mais bientôt, l'équilibre bascula. Les attaques du ver gagnèrent en intensité. Ces décharges de foudre brisèrent la barrière magique du dragon de givre. Un éclair particulièrement puissant éventra l'une de ses ailes, y laissant un trou béant. Le dragon hurla de douleur, du sang coulant de sa gueule. Il vacilla, puis s'écrasa lourdement au sol dans un fracas étourdissant. Le sable vola. La poussière se souleva. Le dragon, à bout, grogna, tentant de se relever. Mais le ver ne lui en laissa pas le temps. Il fondit sur lui, implacable. Le dragon, les yeux plissés par la frustration, sembla prendre une décision. En un éclair, il libéra sa véritable puissance. Une aura glaciale se répandit sur le champ de bataille. Une formation géante, semblable à un flocon de neige, se matérialisa autour de lui. Le sol se mit à geler, puis à se fissurer, et enfin, à exploser. D'immenses pics de glace jaillirent du sol. Rapides, inarrêtables. Le ver n'eut aucune chance. Les lances de glace s'abattirent sur lui avec une violence inouïe. L'une d'elles le frappa en pleine gueule, brisant ses crocs et faisant jaillir un torrent de sang. Le ver rugit, fou de douleur. Mais il ne céda pas. Par pure force brute, il brisa la lance logée dans sa bouche. Puis, malgré ses blessures, il fixa le dragon. Le regard incandescent. Les deux titans, ensanglantés, épuisés, se jaugèrent. Aucun ne semblait prêt à reculer. Dans un dernier rugissement primal, le ver se jeta à nouveau sur sa cible et referma ses puissantes mâchoires sur le dragon. Ce dernier, dans un sursaut de douleur, invoqua une nouvelle pluie de lances de glace, transperçant le ver à plusieurs reprises. Mais celui-ci tenait bon. Il ne lâcha pas prise. Les griffes du dragon lacérèrent sa carapace, en vain. Rien ne semblait pouvoir percer cette armure vivante. Le combat devint un corax en grave corps brutal, sauvage, presque désespéré. Le dragon, acculé, invoqua davantage de glace. Il tenta de briser l'étau. Mais le ver resserra ses crocs. Un craquement sinistre résonna. L'un des bras du dragon céda sous la pression. Le hurlement qui suivit fut un mélange d'agonie et de fureur. Mais le ver restait inflexible. Théo, toujours spectateur de ce duel de titans, vit dans la détresse du dragon une ouverture. Sans hésiter, il bondit dans le chaos, lame en main, le regard brûlant de détermination. Le dragon, apercevant Théo foncer vers eux,
l'épée levée, n'en crut pas ses yeux. « Tu seras le premier à tomber », lança Théo d'une voix puissante, pleine d'assurance. Il frappa. Une déferlante d'énergie bleue jaillit de sa lame, fendant l'air, et alla s'écraser de plein fouet contre le flanc du ver. Le choc fut titanesque. Le corps du monstre se contracta. Son cri de douleur résonna à travers le désert. Il relâcha enfin le dragon, projetant ce dernier au loin. Mais Théo n'avait pas fini. Il s'élança de nouveau, la lame levée, prêt à porter le coup de grâce. « Déchaîne-toi, Griffon !» hurla-t-il, un sourire aux lèvres. Depuis la lame de la lune blanche. Et la créature jaillit. Une lumière. Un cri. Un battement d'ailes. Le griffon plongea, tel un éclair tranchant. Le ver, encore groggy, tenta de réagir. Trop tard. Les serres du griffon tranchèrent l'air, puis la tête du monstre. Le silence tomba. Le dragon, encore étendu au sol, observa la scène sans mot dire. Ses yeux, écarquillés, ne pouvaient détourner le regard. « C'est quoi ça ?» grogna-t-il, abasourdi. Le cadavre du ver des sables s'effondra dans un vacarme sourd, soulevant une dernière gerbe de sable. Du sang s'écoula, lentement absorbé par le désert. Théo atterrit avec grâce, toujours auréolé par l'énergie noire de sa lame. Devant lui, une fenêtre système s'ouvrit. « Félicitations. Vous avez chassé le ver des sables avec succès. Une relique ancienne sur 2 conquises. » Il esquissa un sourire. Comme prévu, pensa-t-il. Abattre le boss équivaut à conquérir la relique. L'un de ses yeux vira au rouge sombre, chargé d'une soif de combat à peine contenue. Il serra son épée. Sa voix, grave, résonna dans l'air figé. Il ne reste plus qu'un seul. Mais avant qu'il ne puisse achever sa pensée, une voix l'interrompit. Urgente. Essoufflée. C'était le dragon. Encore sonné par l'affrontement. Attends, parlons un instant. Théo se tourna vers le dragon féerique, l'expression désinvolte mais les intentions limpides. Il lui demanda, d'un ton indifférent, ce qu'il voulait encore discuter. Le dragon, tentant de raisonner Théo, répondit d'une voix calme teintée de détresse que ce n'était pas la bonne manière de conquérir les reliques du dragon ancestral. Intrigué, Théo haussa un sourcil, tandis que la créature poursuivait en expliquant qu'elle était la plus érudite de tous les gardiens, présente ici pour mettre à l'épreuve sa sagesse. Fermant les yeux, le dragon prit un ton plus solennel, s'apprêtant à lui proposer une énigme. Mais avant qu'il ne puisse achever sa phrase, une aura sombre jaillit violemment de Théo. Son regard, empreint d'une lueur sanglante et inquiétante, devint glacial. Il lança, d'un ton sinistre, que le moment était parfaitement choisi. S'avançant lentement vers le dragon, l'épée fermement tenue en main, Théo déclara avec assurance qu'il avait déjà prouvé sa sagesse. Sa voix tranchait l'air comme une lame. Le dragon, conscient qu'il n'avait plus le temps de négocier, commença à paniquer. « Attendez, je n'ai pas encore. » Tenta-t-il de protester. Mais Théo le coupa aussitôt, d'un ton autoritaire, affirmant que c'était lui qui avait provoqué le conflit entre les gardiens. Bondissant dans les airs avec puissance, il ramena son épée en arrière, prêt à porter un coup dévastateur. Ses yeux brillaient d'un rouge incandescent lorsqu'il libéra de nouveau la puissance du griffon. Il ironisa, sa voix dégoulinante de malice, que si le dragon féerique était réellement le plus savant des gardiens, alors il n'avait plus qu'à accepter son sort. Alors qu'il déchaînait toute sa puissance, les dernières paroles du dragon féerique résonnèrent dans l'air, empreintes de désespoir. « Monsieur, je vous en prie, écoutons l'énigme. » Une explosion titanesque déchira l'atmosphère. L'onde de choc, visible à des kilomètres à la ronde, fit trembler le sol. Poussière et débris s'élevèrent dans les airs, tandis qu'un écran du système s'afficha devant lui. « Félicitations. Vous avez chassé avec succès le dragon féerique. » Avant même qu'il n'eût le temps d'assimiler l'information, tout bascula autour de lui. En un instant, il se retrouva dans ses quartiers. Debout au centre de la pièce, la main appuyée sur la table, il tenait toujours fermement la bague. Sur son oreille, la relique en forme de flocon de neige brillait distinctement. Il sentait le poids des 2 artefacts, la puissance qu'ils contenaient vibrant en lui. Haletant, une aura sombre émanait encore de son corps, plus intensément autour de son œil, toujours noir et rouge. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il contemplait les reliques. Le soulagement l'envahit. Il déclara, dans un souffle. « Je les ai tous les 2 vaincus. » Une nouvelle fenêtre s'afficha, confirmant la réussite de la souquette. « Vous avez terminé la souquette en conquérant les 2 reliques. » Alors qu'il s'apprêtait à parler, une étrange sensation l'envahit. Son aura noire se mit à s'étendre, des lignes sombres rampant le long des murs et du sol. Il baissa les yeux vers l'épée lunaire qu'il tenait encore, elle pulsait d'une énergie noire, bien plus intense qu'auparavant.
Intrigué, il approcha la lame de son visage pour mieux l'observer. C'est alors qu'une ombre apparut à la limite de son champ de vision, et son cœur se serra. L'ombre prit forme, un griffon, ses yeux luisants d'une intensité effrayante. La créature parla d'une voix grave et sinistre, brisant le silence de la pièce. « Théo Ragnar, je veux dévorer ton cœur. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent. L'aura du griffon se distordit, se répandant dans la pièce telle une nuée toxique. L'air s'alourdit. Envahi par une panique glaciale, il tenta de retirer la substance noire qui s'étendait désormais sur sa main. La noirceur semblait vivante, s'enroulant autour de son corps et de son arme, resserrant son emprise à chaque seconde. Soudain, il comprit. Les yeux écarquillés par la réalisation, il pensa « Merde, je l'ai déjà réprimé une fois, mais je l'ai oublié. Cette maudite épée lunaire. Elle a absorbé les pouvoirs des deux gardiens. » L'ombre noire, visqueux comme de la sève maudite, s'enroula autour de son bras, puis de son torse, le tirant davantage dans les ténèbres. Il lutta, mais l'énergie se mouvait trop rapidement, le ligotant de plus en plus. Elle est bien plus forte qu'avant. Si ça continue, je vais être englouti. Pensa-t-il, terrifié. Devant lui, le griffon se matérialisa complètement, ses yeux luisant fixement Théo. Le monstre s'avança, le corps entièrement enveloppé d'énergie obscure. Le cœur battant à tout rompre, Théo comprit que le danger qu'il affrontait maintenant dépassait tout ce qu'il avait imaginé. La voix basse du griffon résonna une fois de plus, moqueuse et implacable. « Théo Ragnar, je vais t'engloutir ici même. Et ensuite, je poursuivrai la lumière de la lune. » La pièce sembla se refermer sur Théo, tandis que l'énergie noire l'enveloppait entièrement. Le griffon, désormais au-dessus de lui, représentait la force finale qui scellerait son destin. En quelques secondes, Théo fut entièrement englouti par une sphère d'énergie ombreuse. Les murs de sa chambre s'étaient tus. Tout était noir. Aucune échappatoire. Alors qu'il était englouti par les ténèbres, Théo vit ses yeux s'écarquiller avant de s'ouvrir soudainement sur un ailleurs. Il se trouva projeté dans une dimension étrange, dominée par un liquide gris tourbillonnant à l'infini. Assis en plein centre, l'atmosphère pesante se resserrait autour de lui. Confus, il murmura en lui-même où se trouvait-il. Avant même qu'il n'eût le temps de rassembler ses pensées, une voix froide et familière résonna dans l'ombre derrière lui, affirmant qu'il se trouvait à l'intérieur de l'estomac de la créature. Le cœur de Théo se mit à battre la chamade. À mesure que les voix s'éclaircissaient, deux silhouettes surgirent dans cette obscurité mouvante. Le dragon féerique et le ver des sables. Le dragon reprit d'un ton imperturbable qu'au final, ce griffon les avait tous deux avalés et qu'il attendait l'occasion de dévorer également le cœur de Théo. Théo, jetant un regard noir sur son poing serré, prit la mesure de la situation. Il pensa qu'il allait réellement être mangé par ce griffon. Il se leva, adoptant des gestes mesurés, et fit face aux deux gardiens. Le dragon féerique lâcha alors, plein de mépris, qu'il était le résultat du désir de Théo de s'approprier leur pouvoir, malgré son incapacité à maîtriser un griffon, le traitant de fou. Théo répliqua d'une voix ferme en demandant ce qui lui arriverait si le griffon lui dévorait le cœur. Le dragon le regarda durement et répondit qu'il mourrait, que seul lui périrait. Le ver des sables enchaîna d'un ton condescendant qu'ils étaient les gardiens et que ne mourrait pas. Seul Théo mourrait. Les deux colosses se tenaient devant lui, leur puissance devenant tangible. Le dragon, dans un souffle glacial, affirma qu'il serait lassé d'attendre un nouvel élu si Théo succombait ici, et qu'il redeviendrait simplement des reliques. Théo cligna des yeux, surpris par cette confession, mais son expression se fit bientôt déçue. Il leur rappela que leur mission, dictée par le dragon ancestral, consistait à aider l'élu contre le souverain sans nom. Il leur reprocha de l'abandonner et d'être irresponsable, précisant que leur monde risquait de s'effondrer une fois encore. Le ton moqueur de Théo provoqua une réaction immédiate. Le dragon écarquilla les yeux de colère et gronda. Le jeune homme, sûr de lui, l'interpella. Les gardiens ne se souciaient-ils que de leurs intérêts, eux aussi? La patience du dragon se brisa. Il fit jaillir des pics de glace du sol autour de Théo, glaçant l'air de sa fureur. Les pointes se rapprochèrent de sa gorge, tranchantes. Le dragon, la mâchoire crispée, lui demanda ce qu'il voulait dire. Théo le fixa et lâcha, amer, qu'il cesse les menaces et le tue. Si le dragon voulait redevenir une relique et voir le monde détruit sans pouvoir intervenir, il n'avait qu'à abattre Théo ici et maintenant. Un froid sinistre envahit Théo lorsqu'il esquissa un léger sourire. Un silence tomba lourdement. Soudain, d'un puissant geste, il rompit la glace, brisant les éclats qui craquèrent et tombèrent au sol. Il ramassa plusieurs éclats de glace, les tenant comme des armes. Le ver des sables émit un grondement approbateur et reconnut son courage. Le dragon, malgré sa fureur, admit à contre-cœur que Théo était remarquable, appréciant sa confiance en soi.
Dans l'instant qui suivit, le dragon se dissipa en un tourbillon d'énergie bleue, précisant qu'il ouvrirait une porte pour le laisser sortir. Et le ver, son corps colossal se transformant en un flot jaune, promit aussi son aide. Alors que les deux énergies s'unissaient en un portail crépitant de puissance, leurs voix résonnèrent une dernière fois. L'un rappelant qu'il ne pouvait couvrir la voie, l'autre affirmant que désormais tout dépendait de lui. Théo resta un instant devant le passage, conscient du poids de l'instant. Un immense sourire se dessina sur son visage. Sans hésiter, il fonça vers l'ouverture, brandissant ses lances de glace. Il cria alors avec assurance qu'il donnerait une bonne leçon à ce griffon. L'obscurité l'engloutit entièrement. En traversant le seuil, il ajouta, déterminé, qu'il allait apprendre à ce griffon à le respecter. La scène changea, on retrouva le liquide gris, mais ailleurs. Une sphère se dressait, luisant d'un éclat sinistre. Le griffon émergea des ombres, les yeux pleins de satisfaction, s'exclamant enfin « Je l'ai enfin trouvé ». Son regard se fixa sur la sphère. Puis, la voix pleine d'arrogance, il déclara que lorsqu'il l'aurait avalé, le corps de Théo lui appartiendrait. Mais le griffon n'eut pas achevé sa phrase. Soudain, son corps fut fendu en deux. La frappe fit écho dans l'air. Du sang jaillit tandis que Théo surgissait de l'estomac de la bête, la pique de glace brillant toujours d'une puissance meurtrière. Le dernier cri d'agonie du griffon résonna dans l'air, mais il était déjà trop tard. Théo se tenait devant la créature, le regard glacial accroché à sa forme déclinante. L'énergie du griffon se condensa en un état affaibli, les yeux emplis de rage. Le griffon siffla, incapable de comprendre comment Théo avait pu sortir de son estomac. Théo esquissa un sourire froid, les yeux plissés de satisfaction. Il sentait le pouvoir des reliques anciennes circuler en lui. Il railla le griffon en lui disant qu'il aurait dû se douter qu'il ne pourrait pas le maintenir sous son joug éternel. Puis il observa la scène. Le dragon féerique et le ver des sables, toujours gardien, se tenaient désormais à ses côtés. Le griffon, débordant de fureur, rugit en les accusant de l'avoir aidé. Le griffon leur reprocha leur manque de fierté. S'il n'était pas intervenu, il l'aurait achevé. Alors que le griffon s'apprêtait à achever sa phrase, Théo s'avança et lui saisit le bec avec autorité, le faisant taire. Il lui reprocha de trop parler et de ne pas se rappeler comment ils s'étaient rencontrés. Le griffon grogna en demandant qu'on le lâche. Théo tint bon, plaçant sa voix basse entre les deux gardiens et le griffon enragé. Il ne les bombardait pas de promesses, mais exposa qu'en s'épuisant mutuellement, ils finiraient tout simplement par s'affaiblir. Il les pressa à la raison, demandant plus de sagesse. Soudain, derrière eux, une voix s'éleva. C'est une sage décision. Théo se retourna et reconnut le Drake qu'il avait vaincu dans le tout premier donjon, toujours en convalescence mais le regard rempli de respect. Le Drake, redressant la tête, suggéra de maintenir une vigilance mutuelle comme stratégie. D'autres élus l'avaient déjà fait. Intrigué, Théo demanda s'il parlait des autres élus. Le Drake répondit énigmatiquement que ce n'était pas encore le moment pour lui de tout savoir et ajouta « Nous observerons avec attention ce que tu accompliras désormais. » Une lueur vive enveloppa alors Théo et ses alliés, l'énergie tourbillonnant tel un orage annonciateur. Au même moment, une fenêtre système s'afficha pour signaler le succès de Théo. Effet dragon féerique activé, augmentation de l'immunité mentale et corporelle. Une autre notification apparut, effet ver des sables activé, résistance renforcée et augmentation de la puissance d'attaque. Théo sentit l'onde du pouvoir envahir son être. Les reliques palpitaient en lui, pleinement éveillées. La sphère d'ombre s'estompa doucement, dissipant l'aura noire. Il émergea, victorieux, maître de toutes les reliques désormais liées à lui. Il se retrouva au centre de sa chambre, haletant, le front perlé de sueur tant la pression mentale et physique avait été intense. S'appuyant sur la table, il pensa que c'était surprenant. Les gardiens qu'il croyait morts durant la bataille vivaient bel et bien à l'intérieur de lui. Son regard glissa vers la lame lunaire, reposant à terre, dont le tranchant émettait encore une aura obscure. Théo se baissa, saisit l'épée et l'empoigna lentement. Sa voix, calme mais pleine de curiosité, demanda à l'arme si elle s'était enfin apaisée. Il la rengaina et un léger sourire se dessina. Cette épreuve lui avait permis de mieux comprendre la puissance du dragon ancien. Il posa la main sur la table, fixa la fenêtre, et dit d'un ton confiant, « Qu'on le veuille ou non, je suis désormais maître des éléments. Ils sont entre mes mains. » La scène changea brusquement pour un décor bien plus froid. Un cimetière des épées balayé par une tempête de neige. Kyle, le chef du clan, se tenait au centre, silhouette sombre contre l'ouragan. Robert l'approcha, la voix empreinte d'inquiétude, pour lui demander s'il comptait vraiment reconnaître Théo, ce gamin, comme candidat au titre de successeur. Kyle tourna lentement la tête, ses yeux rougeâtres luisaient d'un danger glacé. Il en assura Robert, lui disant que Théo était bel et bien au niveau des autres candidats,
mais insista sur le fait qu'il s'agissait d'un régresseur. Robert, hésitant, rappela que Kyle méprisait les régresseurs. Il avait de ses propres mains éliminé tous les Ragnar qu'il était. Un froid s'installa autour du chef de clan, sa prise sur l'épée se raffermissant. Il confirma qu'il allait profiter de cette chance pour mettre Théo à l'épreuve. Les yeux de Robert s'écarquillèrent en l'entendant et remarquant l'épée qu'il tenait. Kyle se retourna, une aura bleue émanant de sa lame. Si Théo voulait être un successeur légitime, il devait suivre la procédure. Le chef du clan contempla son reflet dans l'épée, la lumière scintillant sur la lame, puis déclara que cette arme, bien que dangereuse, était la plus appropriée. Il s'agissait de celle du dragon fou, l'ancien chef de clan, qu'il avait tué de ses propres mains. La scène se déporta ensuite dans les quartiers de Théo, où Julius se tenait devant lui, le visage grave, la voix urgente. Il appela le Ragnar à se préparer immédiatement, lui annonça que le chef de clan l'avait convoqué pour un sparring. Le cœur de Théo fit un bond à l'évocation du nom du chef de clan, prenant pleinement la mesure de la gravité du défi à venir. Alors pensez-vous que Théo est-il vraiment prêt pour ce défi à venir? Dites-le moi en commentaire. De retour au cimetière des épées, le vent glacé sifflait entre les lames figées dans le sol, et la neige recouvrait silencieusement l'immense champ de métal. L'atmosphère était figée, solennelle, brisée uniquement par le craquement feutré des pas de Théo, qui avançait lentement entre les rangées d'épées. Son regard glissait sur les lames, chacune marquant la fin d'un guerrier tombé, chacune gravée dans l'histoire sanglante de la famille Ragnar. En marchant, son visage s'assombrit, le poids du moment lui écrasait les épaules. Il songea que cette fois, le fardeau lui semblait plus lourd que jamais. Plus que lors de ses précédents affrontements. La voix de son père, Kyle Ragnar, résonna dans son esprit, telle une cloche obsédante. Ne donne pas ta réponse si facilement. Penses-tu pouvoir dire les mêmes choses, en ressentant leur rancune? Un sourire nerveux se dessina sur ses lèvres. Il murmura, « Maintenant, je comprends ce que père voulait dire. » Ses pensées furent brutalement interrompues. Une voix familière fendit l'air glacé avec autorité. « Tu es là. » Théo sentit un frisson parcourir son échine. Il s'agenouilla instinctivement, posant un genou à terre. Épéiste intermédiaire Théo Ragnar salue le grand. Mais Kyle l'interrompit sèchement. « Assez de formalités, Théo Ragnar. » Le regard de son père était impitoyable. « Tout a commencé avec ton instructeur, n'est-ce pas? Celui qui vivait à tes crochets? Ensuite, ton frère, Action. Et maintenant, la maîtresse du palais de Rose exécutée. Ce n'est pas tout. Le groupe marchand de Cérès, exterminé. Le bureau central du renseignement, réduit à néant. Tous ont crié ton nom avant de mourir. » Chaque mot tombait comme un couperet. Théo sentit son cœur se serrer. Il tenta de formuler une défense, mais déjà Kyle balayait l'air de la main. Un souffle surnaturel dispersa la neige en bourrasques violentes. Du brouillard blanc émergea la silhouette de Kyle, ses yeux rouges brillant d'une lueur menaçante. N'invoque pas d'excuses. Un chef de famille doit porter ce poids en silence. Théo serra les dents. La frustration et la rage montaient en lui. Kyle reprit, d'une voix grave et déterminée. « Théo, je te confie l'épée du dragon fou. » La lame fendit l'air et s'enfonça devant lui dans la neige, avec un bruit sourd. Théo écarquilla les yeux. Le dragon fou, pensa-t-il. Le tout premier chef de famille. Un tyran qui avait massacré des centaines de milliers de personnes. Le même homme que Kyle avait fini par tuer. Kyle, le regard assombri, observa la réaction de son fils. Ton expression trahit ce que tu sais déjà. Théo s'inclina respectueusement. N'était-ce pas l'épée du premier chef, le dragon fou? Mais en lui, le doute régnait. Je dois faire attention. Toutes les informations sur le dragon fou sont classifiées. Cela pourrait être un piège. Kyle ne le quittait pas des yeux. Puis sa voix changea, devenant grave et plus lourde de sens. Les informations sur le dragon fou étaient-elles aussi lacunaires? Dans ta vie antérieure? Théo se figea. Son cœur rata un battement. Il savait pour sa vie antérieure? La terreur s'empara de lui. Il leva les yeux, croisa le regard froid et inébranlable de son père, et fut incapable de répondre. Sa gorge se noua. « Je et les régresseurs », déclara Kyle d'un ton glacial. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Kyle poursuivit. « Ils pensent pouvoir tout changer à leur convenance. Renverser le monde comme s'il s'agissait d'un simple échiquier. Ils sont arrogants et fous. » Une pression écrasante envahit l'air. L'énergie rouge qui entourait Kyle palpitait d'un pouvoir ancien, sa voix tranchait l'atmosphère comme une lame. C'est pourquoi j'ai décidé d'exterminer chaque régressé que je rencontrerai. Théo sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un test. Ce n'était pas une menace en l'air. Kyle voulait le tuer. Réellement. Il est sérieux.
Le corps figé, Théo restait immobile. La puissance qui émanait de son père était terrifiante. Il comprit alors que Kyle était capable d'une telle force, sans même être un régressé. Du haut de sa majesté, Kyle leva la main, les yeux brûlants de haine, empoigne l'épée du dragon fou. L'ordre claqua dans l'air. Son regard perçait Théo jusqu'à l'âme. Si tu peux supporter sa rancune, je te reconnaîtrai comme Théo Ragnar. Sa voix se fit plus basse, plus venimeuse, mais je n'accepterai que l'humain Théo Ragnar. Je supprimerai complètement le régressé Théo Ragnar. Théo resta interdit. Son esprit vacilla. Que signifie cela? Kyle répondit d'un ton implacable. Cela signifie que tous les liens que tu as créés depuis ta régression seront effacés. Tous ceux que tu as sauvés, aidés, aimés. Tous ceux que tu n'aurais jamais croisés si tu n'avais pas régressé, disparaîtront de ce monde. Les pensées de Théo se bousculaient. Tous ses visages, ses combats, ses moments volés à l'histoire. Tout serait anéanti. Ses poings se serrèrent. Son corps tremblait. Mais dans ses yeux naquit une étincelle farouche. Il leva les yeux vers Kyle, droit et résolu, et déclara d'une voix calme, mais ferme. Si ce sont là les conditions, alors je refuse. Théo déclara d'une voix calme, mais empreinte d'une détermination inébranlable, qu'il refusait si telles étaient les conditions. Mais avant même qu'il n'eût le temps de terminer sa phrase, la voix de Kyle résonna, tranchante comme une lame, emplie d'une autorité implacable. Il affirma que Théo ne pouvait pas refuser. Il lui rappela qu'il a juré d'éliminer tous les régressés. À cet instant, poursuivit-il, deux choix s'offraient à toi. Mourir après avoir rejeté l'offre, ou survivre en tant que sixième héritier reconnu, mais à condition d'effacer complètement ton passé de régressé. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Théo serra les dents, la rage bouillonnant en lui comme une tempête. Son poing se crispa sous l'effet d'une colère contenue. Il pensa à tout ce qu'il avait dû sacrifier pour arriver jusqu'ici. Il admit qu'il voulait cette reconnaissance. Mais, ajouta-t-il avec une amertume croissante, si cela impliquait de la gagner ainsi. Sans un mot de plus, il s'empara de son épée, la lame de clair de lune, et la dégaina dans un cri de frustration brute. Il la brandit avec toute la force de sa détermination, hurlant de toute son âme qu'alors, il devrait refuser. Cependant, avant même que son épée ne soit dégainée, Kyle se mouvait déjà. D'un geste fulgurant, presque imperceptible, il frappa avec une précision effrayante, arrachant le bras de Théo à l'épaule. Ce dernier chancela, foudroyé par la douleur et l'incompréhension. Le sang jaillit de la plaie béante, maculant la neige d'un rouge éclatant. Les yeux écarquillés, Théo regarda son membre arraché, incapable de croire à ce qu'il venait de se produire. La douleur pulsait à chaque battement de cœur, tandis que la silhouette de son père se dressait devant lui, impassible, presque divine. Kyle, d'une voix grondante, lui demanda s'il pensait pouvoir accéder à cette position sans sacrifice, sans une détermination sans faille. Pensait-il vraiment pouvoir éviter ce prix? La tête basse, Théo reconnut intérieurement l'écart abyssal qui le séparait encore de son père. Kyle, implacable, déclara qu'il n'était pas différent des autres régressés. Il lui demanda s'il croyait pouvoir simplement revenir en arrière encore une fois. À ces mots, quelque chose s'éveilla en Théo. Une aura bleue, faible d'abord, commença à pulser autour de lui. Elle grandissait, répondant à sa volonté, emplissant l'air d'une tension nouvelle. Kyle le remarqua, surpris par ce changement. Le sang coulait toujours, mais la détermination de Théo n'avait jamais été aussi vive. Dans un cri chargé d'émotion, il déclara que sa régression jamais été motivée par l'orgueil ou la domination. Il voulait assumer ses responsabilités. Il voulait protéger. Son aura grandissait à chaque mot, son regard brûlait de rage et de conviction. Il affirma que tout avait été détruit par sa faute. Et s'il devait tout abandonner pour être reconnu, alors il renonçait à cette reconnaissance. Son énergie se concentra, vibrant autour de lui avec une intensité insoutenable. Il se redressa, ensanglanté, mais inébranlable. En activant son pouvoir de télékinésie, il fit s'élever les épées plantées dans la neige. Le regard fixe, il annonça qu'il allait, ici et maintenant, surpasser son père. Kyle Ragnar, impassible, leva simplement la main. Le décor sembla se figer. Autour de Théo, les épées se soulevèrent, toutes contrôlées par la seule volonté de Kyle. C'était une technique que Théo lui-même maîtrisait. Mais cette fois, c'était une centaine de lames qui se dressaient contre lui. Dans un silence mortel, Kyle abattit sa main. Les épées s'élancèrent dans un même mouvement, formant un déluge de fer et d'acier. Théo riposta avec toute la vitesse et la précision qu'il pouvait encore rassembler. Il para les coups, les dévia avec sa propre lame, attrapa certaines épées à main nue. Son aura le soutenait, galvanisait ses réflexes. Profitant d'un moment de relâchement, il bondit dans les airs,
concentrant toute sa puissance. Une aura draconique bleue se matérialisa autour de lui, rugissant comme une bête en furie. Il fonça vers Kyle, prêt à tout donner. Mais au moment où il crut toucher au but, une épée surgit de nulle part, plus rapide que tout ce qu'il avait anticipé. La lame transperça son ventre avec un bruit sourd. La douleur le foudroya. Du sang s'échappa de sa bouche tandis qu'il tombait, son énergie s'éteignant dans un dernier frisson. Son corps s'écrasa lourdement sur le sol, la vue brouillée par la souffrance. Il avait été si proche de vaincre son père. Son regard se vida lentement, et son corps resta inerte, au milieu du champ de bataille parsemé de lames. Kyle, toujours droit, observa son fils. Ses yeux s'adoucirent brièvement, mais son expression demeura ferme. Dans l'ombre projetée derrière lui, une silhouette émergea. C'était Robert Ragnar. Il s'agenouilla devant le chef de famille, l'air grave, et déclara qu'il ne s'attendait pas à ce que Théo engage le combat aussi rapidement. Kyle acquiesça, admettant que cela faisait longtemps que quelqu'un avait osé le défier ainsi. Robert, les yeux posés sur le corps de Théo, parla avec un respect évident. Robert affirma que ce garçon était différent. Contrairement aux autres régressés qu'ils avaient combattus, qui manipulaient les autres avant de les abandonner, Théo se battait seul, par conviction. Kyle le reconnut lui aussi. Il avoua, dans un sourire rare, qu'un régressé maniant l'épée pour assumer ses fautes et protéger les siens. Cela méritait l'attention. Le sourire de Kyle s'élargit alors qu'il posait les yeux sur le corps inerte de Théo. Un éclat de compréhension traversa son regard. Lentement, il posa la main sur la garde de l'épée encore enfoncée dans la poitrine du jeune homme. « Répresseur Théo Ragnar », murmura-t-il d'une voix grave, empreinte de solennité, « je te reconnais comme le 6e successeur du clan Ragnar. » À ces mots, la légendaire épée du dragon fou se mit à luire d'une lumière dorée. L'énergie obscure qui l'entourait jusqu'alors s'évapora peu à peu, comme si la lame elle-même avait décidé de renaître. Le corps de Théo, pourtant sans vie, se mit à frémir sous l'afflux d'une puissance nouvelle. La lumière dorée se déversa en lui, parcourant ses veines, animant chacun de ses muscles. Ses paupières se soulevèrent, révélant des yeux désormais teintés du même éclat doré que l'épée. Une énergie colossale circula en lui, enveloppant son corps d'une aura rayonnante, pure et brûlante. Kyle, le regard brillant d'une rare anticipation, laissa tomber dans un souffle. « J'ai hâte de voir à quel point la fin de ton chemin sera différente. » Théo Ragnar. Le corps de Théo, désormais baigné dans la lumière, vibra avec une intensité nouvelle. Son aura dorée monta en flèche, s'élevant dans le ciel comme une colonne de lumière divine. Une onde d'énergie se propagea à des kilomètres à la ronde, traversant plaines et montagnes, visible jusque dans les régions les plus reculées. La scène bascula soudain, dévoilant une cité inconnue, bien différente de tout ce que Théo avait pu contempler dans sa vie. Une métropole moderne, animée, vibrante. Des immeubles de verre, et les passants défilaient dans les rues, absorbés par leur quotidien. Une voix s'éleva dans un murmure. Inconnue, et pourtant étrangement familière, comme un écho de Théo lui-même. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda la voix, chargée d'étonnement et d'incompréhension. La scène glissa à travers les rues de cette ville étrangère. Le jeune homme, dont les traits rappelaient Théo, observait les gratte-ciel avec des yeux écarquillés. Un souffle d'admiration flottait dans l'air, puis tout s'effaça. Dans le silence naissant, une dernière phrase résonna, à peine audible. « Maintenant, tout est terminé. » Un instant plus tard, Théo ouvrit brusquement les yeux. Il était de retour dans sa chambre. Le jour filtrait doucement à travers les rideaux. Il reconnut les murs, les meubles, l'odeur du bois ciré. Il se redressa d'un coup, attrapant sa tête alors qu'une vague de confusion le submergeait. Qu'est-ce que c'était que ça ? Murmura-t-il pour lui-même, cherchant à donner un sens à la vision étrange. Une voix douce coupa le silence. « Tu es enfin réveillé, mon fils. » Il leva les yeux. Sa mère se tenait là, un sourire attendri aux lèvres. « On dirait que tu étais vraiment fatigué. Tu as dormi si tard, » dit-elle avec douceur. Théo, encore sonné, la fixa sans comprendre. « Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé quelque part ?» Elle secoua la tête, toujours souriante. « C'est plutôt ce que je devrais te demander, » reprit-elle. « Hier soir, le chef de famille t'a rapporté ici, inconscient. J'ai eu si peur. Tu sais, tu adores faire peur à ta mère. » Son esprit s'emballa. Les souvenirs du combat, des paroles de son père, de cette étrange reconnaissance, tout afflua. Était-ce un test ? Pensa-t-il, tentant de remettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. Avant qu'il ne puisse approfondir sa réflexion, une autre voix retentit. « Êtes-vous bien réveillé, jeune maître ?» Il tourna la tête et aperçut Evelyne, debout à l'entrée. Elle était suivie de Julius, le capitaine,
qui entra dans la pièce avec un sourire chaleureux. « Félicitations, Théo, dit-il d'un ton enjoué. J'ai entendu dire que tu avais réussi l'épreuve du chef de famille. » Théo cligna des yeux, perplexe. « Quelle épreuve ?» Julius éclata de rire. « Tout le monde parle de toi dehors en ce moment. C'est la grande nouvelle. Le 6e successeur officiel de la famille Ragnar a été désigné. 6e successeur officiel. » La réalité le rattrapa avec une force brutale. Le titre, la responsabilité, les regards tournés vers lui. C'était trop soudain. Et pourtant, irréversible. Ailleurs, dans un lieu indéterminé, un groupe de figures mystérieuses discutait à voix basse. « On a une nouvelle abeille », lança l'un d'eux avec un ricanement sinistre. « Ça promet d'être amusant », ajouta une autre voix, plus aiguë. Un nouveau décor apparut. Une femme armée d'une faux se tenait au sommet d'un immeuble, le regard tourné vers l'horizon. Son expression restait insondable. « Ainsi, nous avons un nouveau successeur », souffla-t-elle, d'un ton froid et calculateur. Plus loin encore, dans un champ enneigé, un homme observait le paysage glacé en silence. Soudain, un camarade déboula à toute vitesse, haletant. « Capitaine, ce gamin est devenu le 6e successeur, après vous. »« Capitaine !» cria-t-elle, mêlant frustration et regret. « Si seulement je l'avais recruté pour la cavalerie de Fer-Noir ce jour-là. Je suis désolé. » Le capitaine se tourna lentement. Son regard restait calme, impassible. « Tu as échoué aux causes de la maîtresse du palais de la fleur de prunier, » répondit-il d'une voix posée. « Tu n'as rien à te reprocher, Yann. » Un sourire étira ses lèvres tandis qu'il observait la missive entre ses mains. « Théo Ragnar. Je crois qu'il est temps que j'aille à sa rencontre. » L'homme, imposant même dans le froid mordant, n'était autre que Thorkel Ragnar, le légendaire capitaine de la cavalerie de Fer-Noir. Un nom que Théo apprendrait bientôt à craindre, et peut-être à défier. Ainsi s'acheva ici la première saison de cette histoire. Et vous, que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Merci à tous pour votre soutien incroyable. Si vous appréciez nos récits, pensez à vous abonner. Cela m'encourage énormément à continuer de créer du contenu toujours plus passionnant. Nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle saison pleine de révélations. D'ici là, prenez soin de vous et restez formidables. À très vite.